maintenant, votre émission littéraire Rivage, Rive est à la page, présentée par Sandrine Bertani, romancière ripagérienne. Vous êtes sur Rivage, l'émission Rive est à la page, émission littéraire de Rive FM, une émission un petit peu particulière puisque nous arrivons aux fêtes de fin d'année. C'est un retour sur 6 émissions, 6 séances, où nous avons du coup accueilli des auteurs près de chez vous. Le premier, c'était Virginie Liotard, elle était de Gémilac. Après quoi, nous avons eu Alain Descorps qui vient de Condrieu. Il y a eu également Raphaël Panarissi qui est libraire à Saint-Étienne. Et puis, nous avons eu le plaisir d'accueillir Françoise Chaplon qui parlait de Montbrison. Et dans la foulée, il y a eu également Gérard Coquet qui vient de Craponne et Olivier Vacher qui est de Lorette. Des auteurs qui avaient des styles différents, de la poésie, du roman, du noir, mais pas que, du témoignage aussi, ou en tout cas du roman qui parlait de guerre, qui parlait d'histoire, qui essayait de retracer la généalogie et de s'intéresser à vous, de s'intéresser à nous, de s'intéresser un petit peu à tout. C'est vrai que ces émissions nous ont permis d'avoir un format d'une demi-heure de dialogue avec un auteur et son univers. Aujourd'hui, ce sera un petit peu différent. Je tiens à me présenter devant vous, puisqu'après tout, j'étais animatrice et que vous ne me connaissez peut-être pas en tant qu'auteur. Or, j'écris, j'ai une production de romancière qui est centrée sur 2 univers, soit de l'historique, plutôt gréco-romain, dans l'Antiquité, soit du polar, avec une petite connotation thriller. Et pour ce faire, aujourd'hui, l'émission va donc être un dialogue, en tout cas un entretien, avec notre cher David Vélic, que je vais inviter à me rejoindre et qui me posera les questions. Moi, je me contenterai du coup d'essayer de répondre aux questions de David. David, bonjour. Bonjour Sandrine, comment vas-tu ? Très bien. Alors très c'est bien. déjà toujours mon introduction pour savoir si les gens vont bien. Je trouve qu'on a besoin d'avoir ce contact charnel un petit peu et avoir le sourire que tu me fais là, qui est magnifique d'ailleurs. Je voulais aujourd'hui donc, parler de toi parce que tu es une auteure, un auteur, on dit comment ? Alors on peut dire comme on veut, hein. Moi je trouve de toute façon que le mot est beau sous toutes ses formes. Après je n'apprécie pas forcément autrice, mais auteur avec un E, pourquoi pas. Dans tous les cas, c'est le contenu qui compte et pas tellement l'apparence. C'est vrai que là tu parlais de sourire, longtemps on m'a donné le surnom de Miss Sourire. J'ai trouvé que c'était à la fois flatteur et pas forcément pertinent parce que après tout, qu'on sourit ou qu'on ne sourit pas, ce qui compte c'est quand même le contenu de ce qu'on a à offrir. Alors, on va parler des débuts. Moi, mes interviews, elles se passent plutôt comme ça. Elles se passent avec l'humain d'abord. Donc, l'écriture, tu l'as trouvée comment ? Comment ça t'a inspiré ? Quels sont les auteurs déjà qui t'inspirent dans ta jeunesse ? Depuis toute petite, en fait, j'ai toujours voulu être romancière. C'était un rêve, comme c'était un rêve d'être institutrice, finalement. Bon, je suis prof, mais c'est le même projet. J'avais ce projet-là depuis mes 4 ou 5 ans de me dire je serai enseignante et pendant les vacances scolaires, je pourrai continuer d'écrire à la manière des auteurs que j'adorais à l'époque, c'est-à-dire Enid Blyton, pour le Club des 5 ou plus tard Agatha Christie, des auteurs vraiment qui m'ont aidé à me construire. Par la suite, je me suis tournée un peu vers des romancières qui étaient plutôt spécialistes du monde médiéval, comme Mireille Calmel, qui a été aussi une inspiratrice. Je l'appelle ma marraine, dans la mesure où elle avait lu l'un de mes premiers ouvrages et elle l'avait validé. Elle m'a même écrit une petite phrase d'encouragement, donc je la remercie énormément pour m'avoir motivée à poursuivre. Mais j'ai toujours voulu écrire. Du coup, chez moi, j'ai plein de petits manuscrits qui datent de lorsque j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et j'ai des romans aboutis à partir du collège. Donc j'ai des romans écrits en classe de 6e, en classe de 5e, en 4e, en 3e, niveau lycée. Chaque fois des histoires d'une centaine de pages, plutôt du coup policières. Ah, t'aimes bien les romans policiers finalement, ouais, les enquêtes, chercher un petit peu l'intrigue. Ça m'a toujours intéressée, mais en plus ça correspondait du coup aux lectures qui me portaient à l'époque. Mais ce sens de la déduction, de semer des indices en fait, de permettre au lecteur de trouver, tel que moi j'arrivais parfois à résoudre en lisant un roman, l'intrigue et arriver à déceler qui pouvait être le coupable avant la fin. Je crois que c'était offrir quelque chose en fait, que de permettre aux autres de comprendre son univers. Actuellement, tu lis quoi ?
Alors actuellement, je lis beaucoup pour l'émission Rivage. Oui, je sais. Donc là, je suis en train de lire nos prochains auteurs, Florent Marotta et Xavier Massé. Et puis, j'ai lu des livres aussi de Daniel Thierry que je ne connaissais pas et que j'ai rencontré il y a une quinzaine de jours à Vienne. Donc je lis ces livres-là parce que les auteurs me plaisent. Comme tu disais, c'est une rencontre humaine avant tout. Donc ces personnes, je les rencontre, elles me donnent envie de découvrir leur univers. Et je lis cet univers de manière à pouvoir entrer en contact avec leur représentation, leur code, et rentrer dans leur monde. D'ailleurs, je rappelle aussi que tu écris des articles sur notre site internet www.rivefm.fr et parce que tu fais des salons aussi, tu participes beaucoup à des sorties justement de salons et tout ça. Alors c'est vrai qu'un auteur, à l'heure actuelle, s'il a envie d'avoir un lectorat et donc un public, il est quand même tenu de faire un certain nombre de salons et d'être sur le devant de la scène. Alors ces derniers temps, j'en ai finalement fait assez peu, mais il y a eu la période Covid qui expliquait aussi pourquoi c'était compliqué d'être en contact avec le public sous son masque. Maintenant, ça commence à reprendre et je suis assez proche de plusieurs associations. C'est ces associations-là que je tenais à mettre en avant aussi dans les articles écrits du coup sur le site de Rive FM. Il y avait l'association Dora Suarez, il y a l'association des Gaunes du Noir, il y a les Morts du Thriller, il y a l'URA qui est l'Union des écrivains de Rhône-Alpes, et il y a ensuite les copains de la Loire, etc. On a vraiment pas mal de groupes qui font que ça fait longtemps que l'auteur n'est plus intouchable, chez lui, inaccessible, mais que désormais on peut manger en compagnie d'un auteur, on peut tous se retrouver autour d'un verre. On a vraiment ces instants festifs au-delà des festivals et des rencontres qui peuvent être des rencontres du coup historiques ou polars. Pour le coup, il y en a aussi, et je vais en faire en 2022. Et l'un de ces moments forts pour moi, en étant donc enseignante en lettres classiques au collège, donc prof de LCA, langue et culture de l'Antiquité, latin-grec pour faire simple, ça va être le festival littérature qui va être en rapport avec la grande rencontre sur l'Antiquité, les assises de l'Antiquité, ça va être à Lyon et ça va être en mars 2022. Alors, Sandrine, c'est plusieurs livres. Donc, donne-nous un petit peu le déroulé de tes livres, tes premières écritures jusqu'à celles d'aujourd'hui. Alors, si je laisse de côté tous ces petits romans qui sont chez moi et qui ne sont pas publiés, que j'avais écrits il y a 10, 11, 12 ans, etc., je vais dire que ma première parution, c'était de l'historique, c'était La Louve de Bretagne. Depuis, c'est un livre qui n'est plus disponible sous forme papier, dont j'avais racheté les droits, et qui désormais n'est qu'en e-book. Donc ça, c'est un cycle en 3 morceaux. Il y a à la fois la prêtresse, qu'on appelle donc la druidesse, vu que ça se passe en Grande-Bretagne, l'Angleterre, et que ça se passe sous l'Antiquité. C'est la protégée de Claude, et par la suite, c'est elle donc qui devient ma Louve de Bretagne. Cette trilogie, ça a été ma première parution. Ça se passe à l'époque de l'Empire romain, c'est sous Claude. On est à peu près en 50 après Jésus-Christ, et moi, ça m'a passionnée parce que c'est l'univers qui va entraîner l'accès au pouvoir de Néron. Or, Néron est un personnage, un tyran, un empereur qui est vraiment extravagant, dont beaucoup d'écrivains se sont amusés à décrire les frasques. Et là, on remonte vraiment aux origines, c'est-à-dire Claude, sa première femme, qui n'était déjà pas un cadeau, mais Saline, le fait qu'elle l'ait humiliée et que pour reconquérir son pouvoir et s'affirmer, il décide d'aller faire la conquête de la Bretagne, donc de l'Angleterre. C'est le seul à y avoir réussi, puisque Jules César n'avait pas réussi à soumettre les Anglais. Donc lors de cette conquête, j'imagine en fait qu'il va croiser un clan de druidesses et un des personnages d'une jeune femme, une druidesse, va être amené à l'accompagner à Rome et à avoir un rôle à jouer lorsqu'il va épouser Agrippine. Agrippine est la mère de Néron. Lui-même, Claude, a déjà un fils, Britannicus, qui porte son nom justement du fait que Claude vient de conquérir la Bretagne. Il ne s'appelait pas Britannicus avant la conquête de la Bretagne. Ça aussi, je donne une dimension particulière
à ce changement de prénom. Et dans l'entourage du coup de Madrides et de Claude, on voit Néron essayer d'attenter à la vie du coup de son frère Britannicus et toutes les péripéties qui sont historiques et qui ont marqué les annales, puisque les histoires de Rome sont racontées année par année, on appelle ça des annales, avec 2 N. Alors, si on veut retrouver ce e-book, comment on fait? Et il est disponible, téléchargeable sur à peu près tous les formats, mais c'est vrai que normalement c'est plutôt Librinova qui le diffuse. Ok. Après, tu as continué, donc encore dans l'histoire ou Alors après, dans l'histoire, oui, je me suis embarquée sur la période du coup plutôt romaine avec d'autres livres, notamment sur Plaute. Plaute étant un auteur de comédie, on va dire comparable à Molière. Et dans la foulée, j'ai également touché un petit peu à l'univers grec avec le miroir de Gorgo qui parle de la femme de Léonidas et du coup de la guerre métique contre Xerxès. Et oui, ça fait penser à ceux qui connaissent le film 300 finalement. Tu l'as fait avant finalement ce livre? C'était avant et ensuite c'est vrai que les adaptations, l'évolution de ces sources d'inspiration font qu'on peut parfois croire avoir été inspiré et en fait on s'aperçoit que tout le monde s'en réfère aux mêmes sources et les sources ce sont vraiment les anciens, les antiques. C'est tellement un sujet qui finalement est riche que les romans graphiques, les jeux vidéo, le monde publicitaire, le monde du cinéma, tout le monde s'inspire à ces histoires-là de l'Antiquité. Et puis c'est une déconnexion totale de ce qui est moderne finalement, ça te permet de vraiment vivre l'histoire. Moi, de toute façon, l'histoire antique et ce milieu-là, c'est-à-dire la civilisation antique, c'est ce qui me berce depuis que j'ai fait des études qui m'ont porté vers le grec et le latin, c'est-à-dire depuis mes 15 ans. J'ai plus de facilité à écrire les scènes qui se passent dans l'Antiquité qu'à essayer de trouver les mots pour décrire des choses contemporaines. Par exemple, tout ce qui est informatique, etc., la technologie, ce sont des domaines dans lesquels je suis très peu compétente. Ça fait rire mon entourage de voir comme je peux être maladroite. On dirait que je vis dans une époque qui n'est pas la mienne. C'est souvent ça, on est peut-être réincarné. Je ne sais pas, mais du coup, c'est vrai que la période médiévale comme la période historique m'intéressent toutes les deux pour l'Antiquité, mais qu'il y avait déjà tellement d'autres auteurs sur le milieu médiéval que j'avais l'impression qu'une place était restée disponible, libre, vacante, pour tout ce qui allait finalement concerner le monde antique gréco-romain. Et je m'amuse beaucoup, mais je trouve pas ça si éloigné de ce qu'on peut connaître nous à notre époque. Léonidas, avec ses idées finalement eugénistes, c'était un chef de guerre, mais c'était aussi un visionnaire qui sacrifiait les plus faibles, qui avait une version de la société dans laquelle les femmes étaient très importantes. Il y avait quasiment la parité, et d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai choisi le personnage de Gorgo, son épouse, elle était vraiment influente et elle avait du pouvoir. Et ce sont des questionnements qu'on a encore de nos jours, des questionnements que les nazis se sont posés par la suite, des questionnements qui peuvent revenir régulièrement, de se dire est-ce que notre fonctionnement de notre cité idéale va exclure, est-ce que mettre de côté une partie des citoyens, c'est un choix qui va être finalement un choix intéressant pour que la cité puisse avancer. Est-ce que c'est au détriment de notre humanité? On ne doit jamais, par exemple, faire ces choix-là. C'est des questionnements qui sont cycliques et qui reviennent régulièrement dans l'histoire. Pourtant, un être humain reste un être humain, que ce soit un homme ou une femme, le cerveau est le même. Oui, et la sensibilité peut varier. On peut avoir une sensibilité féminine chez un homme, masculine chez une femme. Maintenant, on parle du non-binaire. Alors, je ne sais plus trop. On parle de Yael aussi. Voilà, comment essayer de se positionner par rapport à tout ça. Je pense qu'il faut surtout être à l'écoute et ne pas exclure. Et prendre le parti d'imaginer que chacun a un rôle à jouer. D'ailleurs, c'est le sens que je donnais à ce roman, de trouver un personnage qui semblait finalement inefficace, sans utilité, donc peut-être justement à sacrifier, et qui au final va être utile justement parce qu'on ne s'y attend pas, un peu à la manière de tous ces Brutus qui ont marqué l'histoire romaine. On les prenait pour des idiots, Brutus signifie idiot, et au final le fou du roi ou l'idiot n'est jamais celui qu'on croit. Et oui. Et donc une continuité après aussi avec les légions d'Hadès aussi. Alors voilà, les légions c'est un peu différent. Ouais.
Après tout ce qui était historique, il y a un moment où je me suis posé quand même des questions par rapport justement à ce contact qu'on pouvait avoir avec le lecteur, à ces salons qui étaient du coup des salons d'histoire, et où je ne trouvais pas forcément mon public. J'aurais préféré avoir cette connotation un peu plus noire qu'on a dans le domaine du polar ou du thriller. Donc c'est vrai qu'après avoir écrit dans le domaine antique, il y a eu un moment où je me suis confrontée à ce dilemme de vouloir écrire sur notre société, quelque chose de contemporain, et de me dire est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je vais trouver les mots, il serait temps de relever le défi. J'ai commencé par faire des nouvelles, en essayant justement sur du petit format de voir si je pouvais être crédible en 2020, en 2021, à notre époque, etc. Et en ayant travaillé sur ce format-là et concernant du coup notre quotidien, je me suis dit il serait temps de mélanger les deux ingrédients et de garder la trame historique tout en essayant de faire quelque chose comme un thriller. Et au bout d'un moment, ça a été donc un petit peu complexe. Je me suis dit il va falloir qu'il y ait deux époques. Le plus simple, c'est de partir sur une saga qui va être longue, donc il y a 6 volumes. C'est pas tout à fait une trilogie puisqu'il y en a 6. Ils sont pas tous écrits encore? Ils sont tous écrits. Ils sont tous écrits. Ils ne sont pas tous publiés. C'est le volume 3 qui va paraître en 2022. Mais ils sont tous écrits. Donc ils sont en attente. Et la fin a un rapport avec le début, donc la fin a été travaillée très tôt. Et c'est le calibrage en 6 volumes qui a été un petit peu compliqué et qui m'a demandé plusieurs relectures et plusieurs boutures différentes, mais je pense être arrivé à un résultat satisfaisant. Et là, il y a vraiment les deux époques. Donc il y a une partie dans l'Antiquité, c'est cette fois-ci sous Périclès, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on est en 430, il y a la peste, c'est le typhus, mais ils appellent souvent ça la peste à Athènes, et le contexte de la guerre du Péloponnèse. Et puis, il y a une trame à notre époque, avec un tueur en série, des cadavres semés un peu partout dans les rues d'Athènes. On se met à traquer une secte parce qu'on pense que, vu l'état dans lequel on retrouve les victimes, il y a un animal, que c'est un tueur avec un loup qui essaye de pratiquer une sorte de rituel sur les personnes offertes en sacrifice. Et puis en traquant cette secte, progressivement on commence à se demander si ces adorateurs d'Hadès, alors qu'on est en 2017 dans le roman, ces adorateurs ne sont pas en train d'essayer d'invoquer un démon. Et pour comprendre d'où vient cette croyance, il y a la partie antique où l'on voit l'émergence de la secte et où l'on comprend un petit peu mieux ce qu'ils appellent les légionnaires, qui ne sont pas des soldats, mais qui sont donc des sortes de démons au service d'Hadès, qui est dieu des enfers dans la mythologie grecque. Alors, écrire ces 6 livres, finalement, ça met un temps... en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, ça a été écrit il y a très longtemps. Le premier a été écrit il y a environ 9 ans. Ensuite, le dernier, par contre, est plus récent. Je l'ai terminé peut-être il y a 3 ou 4 ans. Avant le Covid, c'est certain. Mais c'est surtout de retravailler sur le texte qui, pour un auteur, je suppose que c'est la même chose pour tous les collègues que je salue, les copains que j'ai déjà reçus, ceux que je vais recevoir, etc. Mais on est toujours en train de retravailler des choses qui ont été faites. Un premier jet, on appelle ça, donc un premier jet qui peut remonter à plusieurs années, et ensuite plusieurs travaux sur le même texte avec l'éditeur, avec un certain nombre de recommandations pour remanier le texte, pour que ce soit plus attractif, pour qu'on se prenne au jeu, etc. Et il peut y avoir jusqu'à 5 ou 6 versions avant que le bon à tirer définitif ne soit signé. Donc parfois, il existe une vieille version du même texte sous forme de la trilogie initiale, effectivement. C'était une trilogie au tout départ, donc on peut retrouver ces vieilles versions avec uniquement la partie antique, ou bien on peut désormais voir la version en 6 volumes qui a été retravaillée un certain nombre de fois avec des bêta-lecteurs qui m'ont aidé, qui ont essayé notamment de donner leur ressenti pour savoir à quel moment on devait changer de volume, où s'arrêterait le tome 1, ce qu'on garderait pour le tome 2, si les non-dits étaient compréhensibles, ou bien s'il fallait revenir sur des détails parce qu'on passait à côté de certains éléments qui seraient nécessaires pour la suite. Et puis une fois qu'on a travaillé avec les mêmes personnes,
Donc là, je salue tous les bêta-lecteurs qui m'ont aidé, je ne peux pas les citer tous nominativement, mais il y en a eu vraiment quelques-uns, et ils m'ont fait un travail formidable. C'est vrai qu'après, il faut prendre un regard neuf de quelqu'un qui n'a pas lu la trilogie initiale, ou qui n'a pas vu la première version non aboutie, par exemple, de la saga, et voir si ça fonctionne, si cette personne va comprendre où l'on veut aller, et même se faire plaisir aussi. Parce que si ça ne marche pas, ça veut dire que quelque part, nous étions initiés, nous savions où ça allait, et que non, ça ne fonctionne pas du premier coup. Pour que le tome 1 de la saga fonctionne, il a fallu 7 versions différentes. Il faut savoir s'arrêter au bon moment, c'est-à-dire laisser le public dans l'intrigue pour attendre le volume d'après. Ouais, il doit y avoir un cliffhanger, il doit y avoir quelque chose qui donne envie de découvrir la suite, mais en même temps, une sorte de chute aussi. Parce que comme c'est un par an, quasiment, l'ordre de parution des romans, il faut quand même imaginer que certains ont envie d'avoir une fin, même si elle est provisoire, mais qui a un effet de clôture. Et donc on a beaucoup travaillé sur avoir une fin à chaque volume qui fait avancer l'intrigue, où on découvre des choses fondamentales. Hein. Et on pourrait s'en tenir là, mais l'envie de continuer malgré tout, parce que d'autres choses sont en suspens et que la suite demande encore beaucoup de rebondissements. Quel est le prochain livre que tu imagines ? Alors, il y a ceux que j'imagine, et puis il y a les prochains à paraître. Dans les prochains à paraître, j'en ai un sur Homer qui va sortir au mois de mars, et auquel je tenais vraiment. Ça fait longtemps que je l'ai peaufiné, retravaillé aussi sur conseil, bien sûr, de bêta-lecteurs et d'auteurs qui m'ont dit il faut le rendre le plus populaire possible, dans le sens accessible au grand public. Donc j'ai enlevé beaucoup de choses qui pouvaient paraître un peu didactiques ou sophistiquées, de manière à ce que ça puisse se lire tout naturellement. Et là je suis partie de l'idée que Homer était un surnom qui veut dire l'otage, et que le personnage qu'on considère comme Homer, cet Aède qui est responsable de l'écriture de l'Iliade, de l'Odyssée, qu'on considère comme le père de la littérature, très très grand romancier, même si c'était de la poésie, j'utilise le mot romancier dans son sens du coup narratif. Homer avait donc un prénom, s'appelait Mélésis, et je voulais raconter son histoire du temps où il était otage et comment il a eu l'idée de placer tout ce qui va nourrir l'univers de l'Iliade et de l'Odyssée en fonction de sa période de captivité. Et ce livre-là va paraître pour mars, justement pour ce salon sur l'Antiquité qui a lieu à Lyon et qui est vraiment un très très gros festival européen avec des pontes de la Sorbonne qui descendent dans les locaux de l'École normale supérieure. Donc vraiment un très très grand événement à l'échelle du coup de l'Europe pour le mois de mars. Et puis je travaille sur un polar où je voulais récupérer ce titre, bêta-lecteur, en l'adaptant un peu pour les besoins du coup de cette fiction. Ce sera bêta-tueur, et lui il va apparaître sans doute peut-être en octobre. Je dis sans doute et peut-être, c'est peut-être un peu contradictoire, mais rien n'est fait jamais. J'espère qu'il paraîtra pour le mois d'octobre et qu'il trouvera preneur, un éditeur. Normalement c'est en bonne voie, je n'en dis pas plus. Ton livre préféré, même si c'est un très vieux livre? Dans les livres que j'adore, moi, j'adore Jean Giono, j'adore Requin, qui n'est pas son plus connu, mais qui fait partie du coup de ces romans, on pourrait appeler ça du terroir. Donc le sud de la France, Manosque, les cigales, quelque chose de simple. Giono à côté a écrit justement Le Hussard sur le toit ou des romans historiques. Et je trouve que lorsqu'il a fait simple, ça a été tellement beau, cette espèce de chantre de la poésie du sud de la France, que ça m'a donné une leçon de vie. Il faut essayer d'être simple, et être simple, c'est très compliqué. Oui, parce qu'on va toujours chercher l'intrigue, et finalement, des fois, il n'y a pas besoin. Il y a besoin de décaper tout ça, en fait, d'écrire, et ensuite de trier, et d'en revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, parfois, c'est l'émotion, justement. C'est ce côté humain, c'est le rêve, c'est des sentiments qui vont être intemporels, c'est le fait de pouvoir s'identifier à quelqu'un alors que ça s'est passé il y a 100 ans, 1000 ans. Ton tout premier livre que tu as lu? Mon tout premier? Qui t'a plu? Je ne me rappelle pas forcément, mais... Le premier livre qui t'a
pris finalement, qui t'a appris et qui t'a donné envie de le lire jusqu'au bout? Je lisais toujours les livres jusqu'au bout, même quand je déteste, je lis un livre jusqu'au bout. Donc là, je parlerai d'un auteur que je déteste. J'ai toujours eu beaucoup de mal à terminer certains livres qui finalement peuvent être des livres sarcastiques. J'ai un peu de mal avec cet humour, un peu humour noir, etc. Et c'est vrai que la première fois que j'ai lu, par exemple, des livres comme L'écume des jours, ou bien J'irai cracher sur votre tombe, etc., de Boris Vian, j'étais déconcertée par le style, particulièrement par le style du coup de ces livres comme J'irai cracher sur votre tombe ou L'Arrache-Cœur. L'Arrache-Cœur, j'ai dû le lire au moins 3 fois, parce que je déteste, et quand je déteste, j'ai besoin de savoir pourquoi, et au bout d'un moment, je me demande si je n'adore pas, justement parce que je déteste. C'est assez contradictoire, mais finalement, quelque chose qui vous marque, ça reste. Et on peut justement séduire par ce côté abject. Je dis pas que Boris Vian est abject, je dis simplement que moi j'ai eu beaucoup de mal en fait à surmonter cette répulsion que j'avais, notamment pour une image, je déteste les limaces, et dans le livre, il mange des limaces. Donc c'est un des clins d'œil à ce que j'appellerais un des premiers livres que je n'ai pas pu finir. Parce que tous les autres, je les ai terminés, justement. Les livres d'enfance comme Le Club des 5, les Alice Détectives, Le Club des 7, Les 6 Compagnons, je les ai tous lus. C'est vrai qu'à l'époque, on avait beaucoup de... Bibliothèque rose, verte, on a adoré ça. De lecture comme ça, ouais, finalement. Tu as participé à ça, finalement, à les lire. Ah, mais j'ai toujours dévoré Arsène Lupin, Sherlock Holmes, ces livres-là. Et puis ensuite, je me suis tournée, comme tout le monde, vers la romance, vers le fantastique, vers Stephen King, et puis vers d'autres grands auteurs de littérature. Mais c'est vrai que du coup, j'adore Giono, j'adore aussi Colette, donc j'aime bien les auteurs de ce début du XXe siècle. Ensuite, j'aime beaucoup le théâtre également. Des pièces comme Huis clos de Sartre, j'adore. J'aime ce que je fais étudier aussi en classe. Je trouve que c'est très intéressant de proposer et de transmettre des auteurs et des livres qui nous ont nous-mêmes marqués. Mais après, c'est vrai que là, le dernier livre qui serait un grand coup de cœur, c'est Gabriel Talente, quand on a My Absolute Darling. J'ai lu ce livre, c'était hallucinant. Un livre où il peut y avoir des phrases qui font 4 pages, où on est dans la tête d'un personnage qui lui aussi a plein de failles, qui essaye d'être en autosurvie avec une famille totalement en vrac, qui va être maltraitante. C'est très 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 particulier, et c'est justement parce que ça bouleverse et que ça m'a rappelé ce qui m'avait accroché chez Vian, finalement, ce qui peut faire fuir, mais pour lequel on se dit, mais c'est peut-être ça l'art, c'est peut-être ça le talent, de faire rester un auteur, un lecteur qui ne se comprenait pas tout d'abord, et puis qui finalement tisse au travers de la lecture une relation. Et ça marque sur du très long terme. Après, il y a beaucoup de livres qui sont repris aussi en film, quelque part. Les meilleurs, finalement, des livres sont repris en film, ou même maintenant avec Netflix qui prend aussi une grosse part de marché. Tu aimerais qu'un jour on puisse faire une série de tes livres ou un film? Bon, bah là, je fais un appel du coup aux auditeurs qui pourraient connaître des réalisateurs ou des gens intéressés par ce type de projet. Évidemment, personne ne refuserait, ça serait formidable d'avoir une saga adaptée à l'écran. Je pense qu'en plus, pour le coup, on se ferait vraiment plaisir parce qu'il y a tous les éléments dans la saga des Légions d'Hadès. On bascule sur de la fantaisie, on peut s'amuser à essayer de reproduire l'Antiquité telle que les autres ont pu le faire. On a eu ça avec des séries comme Spartacus, on a eu ça avec des séries comme Rome. Qui marchent bien en plus, hein, qui sont justement très populaire, parce qu'on a cette violence représentée à l'écran qui peut à la fois fasciner, qui peut déranger, mais qui interpelle. C'est une société qui était extrêmement violente, la société antique, avec de l'esclavage, avec des codes qui ont évolué, qui ne sont plus les nôtres. Mais pour le coup, il faudrait édulcorer. C'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans Les Légions, puisque c'est devenu une saga young adult à partir de 15 ou 16 ans. Et qu'on m'avait dit quand même de faire attention à ce que ça soit lu par des ados et de jeunes adultes. Mais là, pour le coup, on se ferait plaisir à la fois avec la reconstitution historique
Et puis le thème de fantasy, puisque on découvre assez rapidement que ce qu'ils appellent des légionnaires sont des hybrides. C'est pour ça que la couverture du tome 2 montre une femme qui a une apparence de lionne. Donc à partir de là, on peut basculer sur une vision un peu vampire, créature, fantastique avec des effets spéciaux intéressants, des combats contre les créatures mythologiques qui se mêlent à l'aventure. Il y a vraiment de quoi faire quelque chose de sympa. Mais avant même de faire une adaptation, moi j'adorerais que ça soit par exemple sous forme de roman graphique et d'avoir un illustrateur qui accepte de collaborer avec moi et d'avoir plusieurs tomes sous une version un peu entre guillemets BD. Quand tu lis un livre, tu t'imagines toutes les scènes ou comment ça se passe dans ta tête? Forcément, oui, c'est très visuel. Hein. Après, toutes les formes de lecture sont recevables. Chacun lit à sa manière. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'images dans la tête. Quand j'écris, j'ai les images aussi. Et du coup, on a ce qu'on appelle, là, en tant qu'auteur, une Bible. Ça veut dire que pour chacun de nos personnages, on peut avoir ces caractéristiques associées à une image qui serait celle d'un acteur, etc., de manière à ce que l'éditeur ou les bêta-lecteurs puissent s'identifier le personnage et se le représenter sous une apparence qui va être physique. Donc moi j'ai ma petite bible d'auteur pour les miens, personnages, et après pour les romans que je lis en tant que lectrice, j'ai ma petite bible mentale, c'est-à-dire je l'associe sans doute à un acteur ou à quelqu'un que je connais et qui ressemble au personnage décrit. Alors quand tu revois par exemple un livre, tu as lu un livre et que tu le vois qui a été repris au cinéma, est-ce que tu vois, il manque quelque chose quelque part aussi? Des fois il n'y a pas toutes les scènes, notamment par exemple pour Harry Potter, où il est sorti en livre bien avant de sortir en film. Moi j'avais lu toute la série Harry Potter, c'est bon. Et j'avais trouvé qu'il n'y avait pas tout finalement dans le cinéma. C'est plus condensé et on a un temps imparti peut-être aussi. Oui, bien sûr, des choix sont faits, mais ces choix-là, je pense qu'ils sont judicieux, ils sont recevables, ils dépendent du travail de collaboration entre l'auteur et son adaptateur, le réalisateur. Donc tous ces choix-là, finalement, sont recevables. On pourrait faire plusieurs films différents à partir du même livre. Ce seraient des œuvres qui seraient toutes avec un regard et un parti pris personnel. L'un n'empêche pas l'autre. On a parfois un projet vendu à plusieurs diffuseurs et chacun fait la chose à sa manière. Parce que derrière un film, moi je suis sensible à la manière dont le tournage va se passer, le choix de cadrage, les coloris, l'ambiance. Donc pour la même histoire, on pourrait faire plusieurs films. Et au final, on se demande aussi si pour le même livre, on n'a pas plusieurs lecteurs qui chacun ont une histoire différente dans leur tête et ne vivent pas différemment notre intrigue. L'imaginaire est différent, l'imaginaire de chacun est différent, donc on se l'imagine différemment et tout dépend du scénariste. On le voit même quand on relit, parce qu'il m'arrive de relire des livres que je lisais précédemment. On ne le relit pas de la même manière, on a gagné en maturité, on a notre expérience qui fait que peut-être on va être sensible différemment à ce qui va être dit dans le livre en question. On peut être soi-même plusieurs lecteurs différents pour le même ouvrage, donc je pense que quelque part on peut avoir plusieurs films qui ne soient pas des trahisons par rapport à l'œuvre initiale, mais qui sont simplement des relectures. C'est une relecture au final. Je pense qu'on a fait le tour. Sandrine, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on aura de plus amples occasions de toute façon de revenir sur l'actualité, sur l'émission elle-même et sur nos auteurs et invités. Et à ce titre-là, aujourd'hui, je jouerai le rôle d'invité et tu le sauras encore, quand tu sortiras un autre livre, on fera le même concept pour t'interviewer là-dessus, parce que c'est très compliqué de s'interviewer soi-même. C'est vrai, ça fera un peu schizo. Quoique ça peut être original, faire des effets spéciaux et te doubler. Donc on vous remercie en tout cas pour votre écoute. Vous pouvez commenter sur nos réseaux, vous pouvez commenter sur la page YouTube de Rive FM. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire connaître cette émission littéraire
qui te tient à cœur et qui me tient aussi à cœur. C'est un très beau projet. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour te remercier de m'avoir fait confiance et de m'avoir proposé d'animer cette émission littéraire sur Rive FM. Moi, j'ai été très flattée d'avoir été choisie. Et pour les auditeurs, oui, je rebondis sur ce que David vient de soumettre. N'hésitez pas, si éventuellement vous connaissez des artistes, des auteurs locaux ou régionaux, ou même d'autres auteurs qui vous intéresseraient, dont vous voudriez connaître l'univers ou que vous souhaiteriez que nous interviewions, ce serait vraiment avec plaisir qu'on pourrait lire vos commentaires, tenir compte de vos choix, vos propositions, et puis nous dire aussi si ce format vous plaît, si ce travail-là vous parle, et si vous vous y retrouvez, si vous vous sentez concerné par l'émission Rivage. Rive est à la page. Oui. Voilà. Et ben merci à vous, et puis tout de suite retour à la musique sur Rive FM. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée.